Salut à tous! Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a plus de 1600 exercices sur la section exercices de prépa sur Progresser en maths, qui est donc des exercices de prépa, mais qui de manière générale sont destinés à des L1, L2. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il y a plus de prépa que de gens en L1, L2 qui regardent mes contenus. Et vous faites souvent l'hypothèse que je sais faire 100% des exercices qui sont proposés sur cette page. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que en cette période de préparation des concours, cela peut aussi vous rassurer sur le fait que quelqu'un qui fait le NES ne sache pas faire tous les exercices. Alors évidemment, je sais faire la majorité, voire la grande majorité des exercices qui sont proposés, mais voilà, pour autant, pas 100%. Il va y avoir plusieurs liens dans cette vidéo. Le premier lien, c'est celui vers la page d'exercice si vous ne l'avez pas. Alors c'est parti pour les 5 exercices. Le premier, je l'ai proposé sur Twitter. C'est d'ailleurs un sujet qui vous a pas mal intéressé puisqu'il a fait 19 000 vues. Je vous mets là aussi le lien du Twitter. C'est calculer le sup sur les matrices orthogonales de la somme de 1 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à j inférieur ou égal à n des MIJ. Donc la somme des termes sur la diagonale et au-dessus. Et donc, en fait, si on devait calculer ce sup sur tous les termes, ce serait beaucoup plus simple, parce qu'il y a un exercice sur les matrices orthogonales qui consiste à montrer que cette somme est minorée par n, et en fait, l'identité atteint ce sup. Et donc, une conclusion rapide qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bah là, on somme sur moins de termes. Et l'identité, ces termes non nuls, ils sont aussi dans cette somme-là. Donc, en fait, est-ce que la réponse, ce serait pas n? Et donc, non, c'est pas n. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il peut y avoir des termes négatifs sur les termes qu'on ne somme pas qui surcompensent le truc. Et donc, si on fait l'exercice pour n égale 2, on trouve, par exemple, assez facilement, en jouant avec des racines de 2 sur 2, on trouve assez facilement 3 racines de 2 sur 2. Puis, si on continue d'affiner, on peut réussir à avoir un truc encore plus grand qui est racine de 5. Et donc, on se dit, bah, pour n égale 4, on fait 2 fois le même bloc. Et donc, en fait, si vous faites des blocs de 2, bah, vous trouvez que votre sup, c'est au moins n racine de 5. Mais comme vous n'optimisez pas tous les zéros là, au-dessus de cette diagonale, bah, en fait, vous n'êtes pas au truc optimal. Et donc, si vous lisez les commentaires à droite, vous verrez qu'il y a des gens qui trouvent des réponses asymptotiques, mais pas des réponses exactes. Donc ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, et c'était dans sa feuille d'exercice, donc on va quand même faire l'hypothèse que on peut trouver une solution exprimable. Mais voilà, en tout cas, ça arrive dans des feuilles d'exercice de gens en prépa. Donc, a priori, il faut réfléchir sur ce genre d'exercice parce qu'il n'est pas censé être faux. Deuxième exercice maintenant, un petit peu de topologie. ENS Ulm, il y a fort longtemps, qu'on m'a envoyé aussi. N1 et N2 sont deux normes sur un même espace vectoriel. Donnez une condition nécessaire et suffisante pour que racine de N1, N2 soit une norme. Donc là, la réponse qu'on a envie de donner, bon, bah déjà, la première approximation, il y a au moins, bah, si on prend N1 et N2 égale N2, c'est sûr que ça va marcher. Ensuite, on se dit, bon, si on est un petit peu plus dans la réflexion, si N1 et N2 sont proportionnels, donc il y a un facteur constant et positif entre les deux, bah, ça va encore marcher. Mais pour prouver que ce sont les seules réponses, bah, pour moi, c'est pas vraiment évident de vérifier que c'est les seuls qui vérifient les axiomes de normes. Donc, voilà, c'est ça qui rend l'exercice complexe. Je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Donc, celui-ci tombé à l'oral l'année dernière. On définit la suite AN à valeur dans les entiers 2 et 3 par 1 égale 2 et pour tout entier k non nul, AK égale le nombre de 3 entre le kème et le k plus unième 2. Déterminer l'évolution asymptotique de la proportion de 2. Donc, ici, on a A1 égale 2. Donc ça, facile. A2, bah, en fait, on l'a déjà défini grâce à A1. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Parce que A1, c'est 2. Donc ça nous dit qu'entre le premier et le deuxième 2, il y a 2, 3. Donc ça fait 2, puis des 3, j'en ai 2, donc 3, 3, puis 2. Donc ça veut dire que A2, c'est forcément 3. Donc ça nous donne comme info qu'entre le deuxième et le troisième 2, bah, des 3, j'en ai 3. Donc ça fait 2,
3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Puis à nouveau, à 3, je sais que c'est 3. Et donc ça nous dit que du coup, entre le troisième et le quatrième 2, et ben, des 3, j'en ai 3. Donc ça fait 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Voilà, etc., etc. Donc en fait, on donne une signification au nombre à n, mais ça nous a permis d'avoir défini à l'avance déjà ce que valait ce terme-là. Donc déjà, c'est assez prise de tête pour bien comprendre comment la suite est définie, mais on peut l'écrire et puis on peut peut-être aller même assez loin dans cette écriture. Mais donc, en fait, le truc, c'est déjà tellement nébuleux pour définir la suite que c'est compliqué pour moi derrière de réfléchir à comment déterminer l'évolution asymptotique de la proportion de 2, qui est donc la question. Quand on voit les trucs, il y a l'air d'avoir majoritairement des 3. Mais je pense si on va plus loin, bah, le fait d'écrire des 2, ça les fait quand même un peu plus ressortir. Et donc je dirais que à vue de nez, c'est entre 25 et 40% quand je regarde un peu les premiers termes. Mais peut-être que asymptotiquement, on va tendre vers 50 ou peut-être que ça va se renverser. Je ne sais pas. Forcément, quand même, il y a plus de 3 que de 2. Parce que bah, entre chaque 2, des 3, bah, il y en a quand même 2 ou 3 à chaque fois. Donc pour moi, la réponse est quand même entre 25, peut-être 30 et 40%. Mais je sais pas trop comment je pourrais le quantifier mieux que ça. On passe maintenant au groupe. Soit j'ai un groupe, pour x appartenant à ce groupe, on dit que x est un élément mou si pour tout sous-ensemble de ce groupe, le groupe généré par grand X, donc ce sous-ensemble union petit x, est égal à G, bah ça implique que si on enlève le petit x, donc le groupe généré par le grand X est égal à G. Donc là, pareil, conceptuellement, je trouve ça assez complexe à comprendre, parce que d'un côté, on manipule des éléments, de l'autre, on manipule un ensemble. Et d'ailleurs, ça serait plutôt singleton X hein, dans mon union, mais je l'ai repris tel que c'était écrit. Il y a du groupe engendré, il y a une implication. Faut bien avoir en tête que du coup, c'est que si grand X union X, le groupe engendré par grand X union X, qui vaut G, qu'on a cette implication, ce qui fait que c'est pas tout le temps le cas, puisqu'il y a des moments où le groupe engendré par grand X union X, il vaut pas G. Et donc après, la question, c'est montrer que l'ensemble des éléments mous de grand G est un sous-groupe de G. Et en fait, voilà, pareil, c'est un peu comme l'exercice d'avant sur les suites. C'est déjà tellement compliqué de comprendre les hypothèses qu'on donne que il reste plus trop de mémoire pour réfléchir à comment répondre. Et en plus, la réponse n'est pas simple. Et je vais conclure par un exercice sur les intégrales. Donc je vous conseille cette page là si vous voulez un peu vous casser les dents sur des exercices. C'est dans le chapitre sur les intégrales, dans le chapitre d'exercice sur les intégrales. Il y en a que j'appelais inégalité d'intégrale impropre. Et je vais vous présenter celui-ci. Inégalité de Gauss, soit f de r plus étoile dans R décroissante vers 0, telle que l'application qui a x associe x carré f de x soit intégrable, il manque un b, sur R. Démontrer que, quel que soit y positif, l'intégrale de y à plus l'infini de f de x dx est inférieure ou égale à 4 sur 9y carré, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré f de x dx. Voilà. Donc, comment on fait sortir ce 4 neuvième? En fait, c'est un peu ça ma question. Quand on intègre du x carré, ça fait sortir 1 tiers. 4 neuvième, c'est cool, c'est 2 tiers au carré. Donc, il faudrait intégrer 2 fois du x carré. Comment on fait apparaître du 4 en dérivant 2 fois du x carré? Bref, tout ça, c'est pas forcément clair. En plus, ben, on peut pas forcément faire d'intégration par partie, hein, parce que f, elle est juste décroissante vers 0. Donc, on sait que x carré f de x est intégrable, mais on n'en sait pas plus. Voilà, pas évident. En plus, les bornes sont changeantes et non fixes, hein, parce qu'en plus, on veut montrer l'inégalité pour tout y. Donc pareil, compliqué de trouver des pistes d'exploration. Ici, les hypothèses sont plutôt claires. Je pense on s'y perd pas trop.
les hypothèses sont assez claires et naturelles, à part le décroissant vers zéro. À un moment, on va devoir l'utiliser, mais on ne sait pas trop comment, mais c'est assez facile à retenir et à conceptualiser. Donc, tout ça fait que ça rend l'exercice assez complexe, et qui est donc le cinquième exercice que je ne sais pas résoudre. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, bah, en commentaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vos propositions de correction, parce que c'est pas parce que moi, je ne sais pas les faire que vous ne savez pas les faire. Vous aurez peut-être des idées que je n'ai pas pu avoir qui permettront de les résoudre, et ça m'intéresse, et ça intéressera aussi les autres personnes qui regardent la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis. Ça permettra aussi de les rassurer, eux, sur le fait qu'ils ne savent pas résoudre tous les exercices. Et puis, je vous le dis comme d'habitude, profitez de la vie.